Alors, cette vidéo est pour les élèves de terminale ES. Il s'agit du sujet de Polynésie de juin 2019. C'est l'exercice 1, le QCM. Si jamais vous avez la NABAC de cette année, il s'agit de l'exercice 1, page 56. Alors, dans la première question, donc dans le QCM, le principe, c'est je donne uniquement la réponse qui me semble être la bonne, sans justifier. Si jamais j'ai bon, ça me fait un point. Si j'ai faux, je n'ai pas de point. On ne regardera pas la justification et donc on ne pourra pas vous mettre la moitié des points. Alors, première question. On vous donne une fonction que j'ai réécrit ici et donc on me demande de calculer la dérivée. Donc je vais calculer la dérivée. Alors dans les QCM, il y a toujours... il y a souvent deux méthodes. Il y a souvent une méthode qui est la méthode un petit peu noble, celle avec la justification. Là, par exemple, ici, ça va être le calcul de dérivée en utilisant mes formules. Et puis, il y a souvent une deuxième méthode qui est un peu par observation des réponses qu'on nous a données. Puisqu'on nous fait 4 propositions, on peut aussi s'en sortir en éliminant celles qui ne conviennent pas. Donc, je vais commencer par la méthode dite, entre guillemets, noble, avec le calcul ici. Donc là, j'ai une somme de deux fonctions qui sont dérivables. J'ai bien une fonction f du coup dont je peux calculer la dérivée. L'opération principale, c'est l'addition. Je vais donc dériver chacun des termes, moins 1,5 x au carré et x au carré ln de x. Il se trouve que dans x au carré ln de x, je repère qu'il y a un produit. Donc ça veut dire que cette partie-là, un produit avec la variable dans chacun des deux facteurs, je vais donc devoir utiliser pour cette partie bleue la formule U fois V. Pour cette partie-là, pas de problème, il y a un produit, mais dans le premier facteur, moins 1,5, il n'y a pas la variable. Donc je sais qu'à dériver, il suffit que je réécrive ma constante ici et que je dérive x au carré à côté. Donc celui-là va me demander un peu plus de travail. Donc j'ai besoin de U de x qui va être égal à x au carré. V de x va être égal à ln de x. Donc je suis uniquement sur la portion bleue. U' de x va donc être égal à 2x, dérivée d'x au carré, c'est 2x. Pardon. V' de x, la dérivée du logarithme népérien, c'est 1 sur x. Et donc grâce à ça, je vais dériver ce qu'il y a en bleu. Du coup, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, au passage qu'on peut également écrire R plus étoile, puisque le 0 n'est pas compris, je peux dire que f' de x est égal à, donc je recopie mon addition qui était ici, mon opération principale, je dérive le premier terme, donc j'ai dit multiplication certes, mais pas de variable dans le facteur de gauche, donc je recopie mon facteur et je dérive x au carré, ce qui me donne 2x, donc moins 1,5 fois 2x. Et maintenant, je dérive la partie bleue où j'utilise la formule u fois v, donc ça me donne u' 2x fois v ln de x plus u x au carré fois v' 1 sur x. Donc ça, c'est la dérivée de la partie bleue. Hop. Du coup, je me retrouve avec, je vais essayer de rendre les calculs, l'expression un petit peu plus jolie. Moins 1,5 fois 2, je suis donc à moins 3x, plus 2x ln de x, plus, et là je me retrouve avec x au carré sur x, et x au carré sur x. Je peux en fait le voir comme x fois x sur x fois x faisant x au carré. Et je peux donc simplifier, puisque là j'ai une multiplication, je peux simplifier par x en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, ce qui me donne moins 3x plus
2x ln de x plus x. Donc j'ai moins 3x ici et là j'en ai 1. Donc ça m'en fait moins 2. J'obtiens donc moins 2x plus 2x ln de x. Je regarde parmi les propositions celle qui était telle quelle. Donc c'est la proposition B avec 2x ln de x qui est inscrit en premier et moins 2x derrière. Donc ici j'ai la réponse B. Je vais maintenant faire la méthode, donc ça c'était la méthode classique, jolie, attendue. Maintenant je vais faire la méthode qui est faite simplement de manière un petit peu plus observatrice. Donc je me retrouve avec une fonction f que j'ai inscrite ici. Donc ça c'est ma fonction de base avant de dériver, que je vais observer. Donc, sur mon graphique, je m'aperçois que, j'espère que vous voyez bien, c'est que ma fonction est d'abord décroissante, puis croissante. Et qu'elle devient croissante à partir d'une valeur, vous voyez ici, qui vaut à peu près 2,7, 2,8. Donc, ça veut dire que ma fonction f est décroissante, puis croissante. Donc déjà, je m'attends à trouver une dérivée qui serait négative, puis positive, puisque ma fonction f est décroissante, puis croissante. Sa dérivée doit être négative là où la fonction est décroissante, et positive là où la fonction est croissante. Donc je m'attends à trouver dérivée négative, puis positive, et je m'attends à ce que ça change à peu près à 2,8. Donc je trace après chacune des courbes. Alors là, j'ai inscrit chacune des propositions de dérivée. Je vais demander à tracer la première. Je reviens sur le graphe. En rouge, je vois la première proposition. Je m'aperçois que, eh bien, ma courbe rouge ici est au-dessus de l'axe des abscisses jusqu'à 1. Ça veut dire que ma fonction que j'ai représentée en rouge, eh bien, elle est positive jusqu'à 1, puis négative après 1. C'est pas ce que je voulais, moi. J'avais dit, je voulais que la dérivée soit négative jusqu'à 2,7080, quelque chose comme ça, par là, et qu'après ma dérivée soit positive. Moi, c'est pas le cas, puisqu'elle est d'abord positive, puis négative. Donc déjà, ça va pas. Donc la première proposition, j'abandonne. Je vais réfléchir à la deuxième proposition. Donc je demande à tracer la courbe, je vais sur mon graphique. La bleue, c'est toujours ma fonction f de base, et ici, en noir, je vais voir tracer la deuxième fonction. Là, en noir, c'est mon candidat pour la dérivée, et je me rends compte que effectivement, cette courbe noire est en dessous de l'axe jusqu'à ce point-là qui semble être l'endroit où ma fonction f passait d'une partie décroissante à croissante. Donc, c'est ce que je veux pour la dérivée. Je voulais que ma dérivée soit négative jusqu'à cet endroit-là et positive après. Visiblement, c'est ce qui se passe pour la courbe noire, puisqu'on est en dessous de l'axe jusqu'à cette valeur, on est au-dessus de l'axe après. Donc, celle-là fait un très bon candidat pour la dérivée. Donc, du coup, je reste j'oublie pas cette proposition. Je retourne sur mes courbes à tracer et je trace la troisième. Alors, la troisième, normalement, ça devrait être une droite. Mais c'est une droite qui va être tracée. Et vous voyez, ça veut dire que ma fonction représentée par la droite est positive jusqu'à cette valeur-là, puis négative. Moi, c'est pas ce que je veux. Je répète, la dérivée, je veux qu'elle soit d'abord négative, puis positive. Donc, celle-là, ça va pas. Je trace la dernière. Hop. Graphique, c'est toujours la fonction f dont la représentation graphique est en bleu. Et je me rends compte que la suivante, elle est bien négative ici. Enfin, elle a l'air positive au début, il faudrait que je zoome pour voir. Mais en tout cas, moi je voulais que ma dérivée soit négative jusqu'à cet endroit-là. Et je m'aperçois que ça n'est pas le cas. Donc, cette dernière proposition ne me convient pas. Donc finalement, la seule qui me convenait, c'était la deuxième. Donc je vais répondre la réponse B pour la dérivée.
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça la dérivée, mais puisqu'on m'a dit qu'il y avait une bonne réponse parmi les 4, c'est la seule qui serait cohérente. Dans la question 2, on me dit qu'entre 2006 et 2018, il y a le prix d'un repas dans un restaurant universitaire qui est passé de 2 euros à 3,50 € en augmentant chaque année de X%, sous-entendu avec l'augmentation du même pourcentage, avec le même taux d'évolution chaque année. C'est pour ça que là, mes flèches représentent l'évolution sur une année, 2006, 2007, 2008, 2009, etc., jusqu'à 2018. Le passage d'une valeur du repas à celle de l'année suivante est obtenu en multipliant par C le coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur, au passage, qui est égal à 1 plus le fameux taux d'augmentation que je cherche. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que pour passer de 2006 à 2018, il faudrait calculer le coefficient multiplicateur global. Le coefficient multiplicateur global, c'est le coefficient par lequel j'ai multiplié pour passer de 2 euros à 3,50 €. Donc pour savoir par combien j'ai multiplié pour passer de 2 euros à 3,50 €, eh bien, puisque 2 euros fois le coefficient donne 3,50 €, c'est-à-dire que le coefficient, je peux le retrouver en faisant 3,5 divisé par 2. Voilà. Donc, 3,5 divisé par 2, ça nous donne 1,75. Donc, en fait, pour passer de là à là, j'ai multiplié par 1,75. Mais ce coefficient global, il est aussi égal au nombre par lequel j'ai multiplié pour passer de 2 à 2018. Donc, soit je le vois globalement, soit je le vois en détail. Donc, C fois C fois C fois C fois C fois C fois C. Donc, ce coefficient global qui vaut 1,75, eh bien, il doit aussi valoir C fois C fois C. Donc, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Effectivement, il s'est passé 12 ans de 2006 à 2018. Donc, C à la puissance 12 doit être égal au fameux coefficient global que j'ai trouvé qui était de 1,75. Donc, C puissance 12 vaut 1,75. Et on a appris à résoudre des équations comme celle-là. Je sais que mon coefficient global, alors attention, je le cherche, mon coefficient multiplicateur, je le cherche positif ici, puisque j'ai une augmentation, on m'a dit que c'était la même augmentation tout le temps. Donc C va être égal à 1,75 puissance 1 sur 12 ici. Donc ça, bien sûr, ces équivalences ne sont vraies qu'à partir du moment où je précise que C est obligatoirement positif. Je fais ce petit calcul avec ma calculatrice. 1,75 puissance 1 sur 12 et ça me donne 1,05 si j'arrondis. Donc C est environ égal à, je vais mettre un peu plus de chiffres après la virgule, 1,048. Si C vaut 1,048, comme C, je sais que c'était 1 plus le taux, je sais que le taux vaut C moins 1, ce qui est fait environ 1,048 moins 1, ce qui me fait 0,048, ce qui correspond à une augmentation de 4,8%. Je me rends donc compte que c'est la proposition B avec 4,77. Alors moi, j'ai pas vraiment 4,77 parce qu'ici, là, j'avais 4,77, mais j'avais décidé d'arrondir à 8. Donc, c'est la réponse B. Donc, c'est réponse B. Si vous avez compris que c'est directement une question portant sur le taux moyen, vous pouvez aussi appliquer directement pour connaître un taux moyen quand on connaît une évolution globale comme celle-là.
vous pouvez savoir que le taux moyen recherché, c'est le coefficient global, donc ce fameux nombre ici, 1,75 puissance 1 sur le nombre d'évolutions qu'il y a eu. Ici, il y en avait 12. Et on retire 1 à la fin pour retomber sur un taux, puisque sinon, si on ne retirait pas 1, ça, ce serait le coefficient C. Donc, en retirant 1, on va trouver la même chose. On trouvera un taux directement de 0,0477. Voilà. Et du coup, on pourra conclure que c'est la réponse B. Maintenant, je vais vous exposer la méthode qui est un petit peu moins élégante et qui permet quand même d'arriver à la réponse B. Eh bien, il s'agit de la méthode où on fait où on s'en sort un petit peu par observation. Alors, par exemple, ici, on me donne des propositions surtout. Donc, je peux essayer de faire mes évolutions avec les propositions qu'on m'a données. Par exemple, on me dit 6,25% pour la réponse A. Je vais donc prendre les 2 € et je vais les multiplier par 1 plus le taux. Donc, 1 plus, on m'a dit 6,25%. Donc, 6,25 sur 100. Voilà. Donc ça, je vais le faire combien de fois cette multiplication? Je vais la faire, on m'a dit 12 évolutions, donc puissance 12. Je tente. Ça voudrait dire qu'au bout de 12 évolutions, comme dans la proposition A, j'arrive à 4,14 €. Ça n'est pas le cas, moi j'arrivais à 3,5 €. Donc je peux retenter en changeant ici le taux proposé. Le taux proposé, je vais essayer avec celui du B, 4,77. Et je me retrouve avec 3,49. Si j'arrondis, je suis bien aux 3,5 €. Et si j'essaye avec les autres c'est 14,58%. Donc, je vais essayer avec les autres pour bien vérifier que ça ne donne pas la bonne chose. 14,58%. Je me retrouve avec 10,25 € en 2018. C'est pas le cas. Et la dernière proposition, c'était 0,85. Donc, je tente avec 0,85. 0,85. Et je me retrouve avec 2,21 €. Donc, je me rends compte que le seul taux proposé qui me faisait arriver au bon prix en 2018, c'était la réponse B. Voilà, et la manière de s'en sortir, une autre manière. Pour la question 3, dans la question 3, on me dit un adolescent joue à un jeu dont les parties successives sont indépendantes. À chaque partie, il a une chance sur 25 de sortir vainqueur. Après 13 parties, à 10-3 près, la probabilité qu'il ait gagné au moins une fois est... Donc là, on enchaîne 13 épreuves de Bernoulli qui sont les parties qu'il joue. Elles sont, c'est le même jeu, donc elles sont identiques. Et puis on me précise bien dans l'énoncé qu'elles sont indépendantes. Donc je suis face à une loi binomiale si je compte le nombre de parties gagnées, c'est-à-dire le nombre de fois où il a été vainqueur. Du coup, le nombre de parties jouées, c'est 13. Il y a 13 épreuves de Bernoulli. Et la probabilité dans chacune de ces épreuves de Bernoulli que on gagne, c'est, on me dit, une chance sur 25. Donc ça me donne un P qui vaut 1 sur 25. À partir de là, on me dit la probabilité, donc à 10-3 près, donc il faudra que j'arrondisse à 3 chiffres après virgule au millième, donc la probabilité qu'il ait gagné au moins une fois. Donc si j'appelle grand X la variable aléatoire qui me donne le nombre de fois où il a gagné parmi les 13 tentatives, eh bien je me retrouve à calculer, je veux savoir la probabilité qu'il ait gagné au moins une fois, donc je veux savoir la probabilité que le nombre de parties gagnées soit supérieur ou égal à 1. Le souci, c'est que ma calculatrice ne sait pas faire supérieur ou égal, elle sait faire inférieur ou égal. Donc, je vais m'en sortir par les événements contraires. C'est-à-dire que, en fait, le nombre de parties gagnées pouvait être soit de 0, soit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 ou 13. Je m'en sors. Et donc, je voulais savoir la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que j'ai gagné 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, 10, 11. Alors là, c'était 11, 12, 13. Je me rends compte que finalement, toutes les possibilités pour x sont en rouge, sauf 0. Or, la somme des probabilités pour chacune des issues, pour chacune des possibilités, si je les additionne toutes, ça doit me donner 1. Donc je me dis que plutôt que de calculer toutes les probabilités que j'ai repassées en rouge, il suffit que je calcule la probabilité en bleu, l'événement donc contraire, et que je la retire à ce qu'aurait dû donner la somme de 0 à 13, c'est-à-dire 1. Je prends l'ensemble des probabilités que j'aurais dû trouver de 0 à 13, 1, et je retire simplement celle que je ne veux pas compter, la probabilité pour que x soit égal à 0. À partir de là, je vais calculer à l'aide de ma calculatrice la probabilité pour que x soit égal à 0 et je vais pouvoir finir mon calcul. C'est là qu'intervient ma calculatrice. Avec ma calculatrice, je peux très bien aller chercher les lois binomiales. Je vais dans distribution et je vais chercher binôme FDP si je veux calculer une probabilité que x soit égal à une valeur, FREP si je veux inférieur ou égal à une valeur. Donc moi c'est binôme FDP, ça m'ouvre la fenêtre de dialogue. Je veux un nombre d'essais qui soit de 13 puisque le joueur joue 13 parties. La probabilité qu'il en gagne une c'est 1 sur 25. Et je veux savoir pour x la probabilité qu'il soit égal à 0. Je me retrouve avec ce calcul qui me donne 0,588 à peu près. Donc 0,588, ce qui me donne ici, si je fais cette fois-ci 1 moins la réponse précédente, ça m'arrondit à 0,412. Donc 0,412. Je regarde parmi les propositions celle qui m'était proposée et ça correspond à la réponse B. Ici, est-ce qu'il y a une autre méthode possible? A priori, je ne vois pas, donc n'hésitez pas. Si vous voyez une méthode qui permet d'éviter tous ces calculs, n'hésitez pas à faire un commentaire dessus. Alors, dans la question 4, on me donne une courbe représentative d'une fonction petit g. On me dit la fonction petit g admet une primitive qui est grand G. Donc, je sais que grand G', c'est petit g, puisque grand G est une primitive de petit g. Et donc, on me propose des choses sur la convexité de grand G. Alors, petit rappel sur la convexité, si une fonction, ma fonction grand G, c'est une fonction qui, comme toutes les fonctions, a un signe qui peut changer suivant l'intervalle considéré, a des variations et a une convexité. Elle peut être convexe ou concave. Grand G, elle a une dérivée que je peux noter grand G'. Grand G' est tout aussi une fonction que grand G, elle a donc son propre signe, ses variations, et elle a sa convexité. Et on a la dérivée seconde de grand G, qui est elle aussi une fonction, signe, variation, convexité. Alors, comme souvent, je fais le lien avec la famille et la parenté. Grand G et grand G' et grand G seconde. Par exemple, grand G', je pourrais dire en quelque sorte que ce serait la fille de la fonction grand G et que grand G seconde serait la fille de la fonction grand G'. Grand G seconde serait donc la petite fille de la fonction grand G. Je fais ce parallèle avec les êtres humains parce que les fonctions grand G'
Et grand G seconde, tout comme une mère, sa fille et la petite fille, sont des êtres humains complètement différents. Alors, il peut y avoir des similitudes, mais ce sont quand même des êtres humains différents des uns des autres. Et donc, ils ont chacun leur propre signe, variation, convexité, comme on pourrait avoir des caractéristiques qui nous sont propres. Mais il y a certains liens. Les liens sont, je vais les indiquer en rouge. Le signe de G' est en relation avec les variations de G, c'est-à-dire que lorsque la dérivée est positive, ça me donne des informations sur grand G qui doit être croissante, et lorsqu'elle est négative, ça me dit que grand G est décroissante. Inversement, si grand G est croissante, grand G' est positive, et si grand G est décroissante, grand G' sera négative. Mais si je recherche la convexité de grand G, le lien avec G', ce sont les variations. Et ces variations sont à rapprocher du coup du signe de G seconde, puisque le signe d'une fonction me renseigne sur les variations de la primitive de cette fonction, d'une primitive de cette fonction. Donc, le signe de G seconde me renseigne sur les variations de G', qui me renseigne du coup sur la convexité de grand G. Donc, quand grand G seconde est positive, ça veut dire que grand G' est croissante et que grand G est convexe. Lorsque grand G seconde est négative, ça veut dire que grand G' est une fonction décroissante et que grand G est une fonction concave. Voilà le lien que je peux observer dans ce tableau. Ce qui veut dire que moi, dans cet exercice, la courbe que je vois tracée, c'est la courbe représentative de la fonction petit g. Ce qui veut dire que petit g, je sais que c'est la dérivée de grand G. Donc en réalité, je me retrouve ici avec grand G' qui vaut petit g. Donc la courbe que je vois tracée, attention, le piège serait de penser que c'est celle de grand G, et donc de dire que grand G est concave, par exemple, puisqu'en fait cette courbe n'est pas celle de grand G, mais celle de petit g. Donc le fait que petit g soit concave, ça nous renseigne là-dessus, ça ne nous renseigne pas là-dessus. Donc j'observe petit g, donc la courbe que je vois, ça correspond à ma deuxième ligne. Donc ce que je peux voir, c'est uniquement ce qu'il y a sur cette deuxième ligne. Donc si je veux, puisque la question m'est posée sur la convexité de grand G, je voudrais la convexité de grand G. Si je veux la convexité de grand G, je veux observer les variations de petit g. Si petit g est croissante, la convexité sera convexe. Si jamais petit g est décroissante, ce sera concave. J'observe ma courbe. Je vois que la fonction petit g ici, elle est croissante visiblement de moins l'infini jusqu'à 2. Et donc, ça voudrait dire que grand G est convexe sur moins l'infini 2, ici. Et à partir de 2, j'observe que la fonction petit g est décroissante, ce qui voudrait dire que grand G est concave sur 2 plus l'infini. À partir de là, je vais regarder les propositions que l'on m'a faites. On me dit petit a, grand G est convexe sur moins 1,5. Alors sur moins 1,5, on voit bien que grand G est convexe jusqu'à 2 et concave à partir de 2. Elle n'est donc pas que convexe sur moins 1,5. La proposition A est donc fausse. Proposition B, est-ce qu'elle est concave sur moins 1,5? Eh bien non, pas plus, puisque je sais qu'elle est concave jusqu'à 2. Elle est convexe, jusqu'à 2. Elle n'est donc pas que concave sur moins 1,5. Donc la proposition B est fausse. Je regarde la proposition C. Est-ce qu'elle est croissante sur 2,5? Je m'aperçois que les propositions C et D concernent les variations de grand G. Je passe donc à cette étape-là. Les variations de grand G peuvent se trouver grâce au signe de petit g. Je vais donc regarder le signe de petit g. Je ne suis donc plus sur est-ce que la fonction petit g était croissante ou décroissante. Je suis maintenant sur est-ce qu'elle est
négative ou est-ce qu'elle est positive? Donc, est-ce que la courbe a été tracée au-dessus de l'axe des abscisses, auquel cas ma fonction est positive, ou est-ce que la courbe a été tracée en dessous de l'axe des abscisses, auquel cas ma fonction serait négative? Et là, je me rends compte que ma fonction petit g, elle était positive, puisque au-dessus de l'axe, entre moins 1 et 5. Donc, petit g est positive sur moins 1, 5. Ce qui veut dire que, comme je connais le signe de petit g, je peux trouver les variations de grand G. Lorsque petit g est positif, ça veut dire grand G' est positif, eh bien je sais que grand G, du coup, est une fonction croissante. Donc grand G est croissante sur moins 1, 5. J'en conclus donc la bonne réponse qui est grand G est croissante sur moins 1, 5, donc en particulier sur 2, 5, puisque G croissante sur moins 1, 5 ne faisait pas partie des propositions, mais en revanche, sur 2, 5, elle est bien croissante, puisque sur moins 1, 5, elle l'est, 2, 5 étant un intervalle inclus dans moins 1, 5. C'est donc la réponse C qui est la bonne. Voilà pour cet exercice. Je m'aperçois que les propositions C et D concernent les variations de grand G. Je passe donc à cette étape-là. Les variations de grand G peuvent se trouver grâce au signe de petit g. Je vais donc regarder le signe de petit g. Je ne suis donc plus sur est-ce que la fonction petit g était croissante ou décroissante. Je suis maintenant sur est-ce qu'elle est négative ou est-ce qu'elle est positive. Donc, est-ce que la courbe a été tracée au-dessus de l'axe des abscisses, auquel cas ma fonction est positive, ou est-ce que la courbe a été tracée en dessous de l'axe des abscisses, auquel cas ma fonction serait négative. Et là, je me rends compte que ma fonction petit g, elle était positive, puisque au-dessus de l'axe, entre moins 1 et 5. Donc, petit g est positive sur moins 1, 5. Ce qui veut dire que, comme je connais le signe de petit g, je peux trouver les variations de grand G. Lorsque petit g est positif, ça veut dire grand G' est positif, eh bien je sais que grand G, du coup, est une fonction croissante. Donc grand G est croissante sur moins 1, 5. J'en conclus donc la bonne réponse qui est grand G est croissante sur moins 1, 5, donc en particulier sur 2, 5, puisque G croissante sur moins 1, 5 ne faisait pas partie des propositions, mais en revanche, sur 2, 5, elle est bien croissante, puisque sur moins 1, 5, elle l'est, 2, 5 étant un intervalle inclus dans moins 1, 5. C'est donc la réponse C qui est la bonne. Voilà pour cet exercice.